Lorsque le soleil se lève sur les États-Unis, ses premiers rayons viennent frapper les hauteurs d'une île rocheuse à l'extrémité nord-est de l'État du Maine. Quand Samuel Champlain en fit la découverte, il y a près de 4 siècles, il la nomma l'île du Mont Désert, et ce nom est resté, dernier vestige du passé français de ce coin de la Nouvelle-Angleterre. L'île a la forme d'une sorte de grosse main qui tremperait dans l'océan des doigts déchiquetés. L'eau pénètre partout ce contour tourmenté, créant une multitude de crevasses, de baies et de lagunes qui sont autant de ports naturels, et les mâts des bateaux se confondent avec le tronc des pins. D'ici, l'Europe ne peut que s'imaginer, ou se rêver hors du temps. Et c'est pour rêver cette Europe d'un autre temps que Marguerite Yourcenar est venue vivre ici, dans un lieu peuplé d'ombres du passé, plus réelles que des êtres vivants. Des ombres vivantes au point que l'on s'étonne que des travaux aussi longuement médités que les mémoires d'Adrien ou l'œuvre au noir aient pu un jour trouver un terme et un point final. Car l'empereur Adrien n'est pas mort près de Rome, dans sa villa de Bailly en l'an 138. Il est mort, voici quelques années à peine, par la volonté de l'écrivain, dans le silence d'une nuit d'hiver, au Mont Désert. Le 26 décembre 1950, par un soir glacé, au bord de l'Atlantique, dans le silence presque polaire de l'île des Monts Déserts, aux États-Unis, j'ai essayé de revivre la chaleur, la suffocation d'un jour de juillet 138 à Bailly, le poids du drap sur les jambes lourdes et lasses, le bruit presque imperceptible de cette mer sans marée, arrivant çà et là à un homme occupé des rumeurs de sa propre agonie. J'ai essayé d'aller jusqu'à la dernière gorgée d'eau, le dernier malaise, la dernière image. L'empereur n'a plus qu'à mourir. Petite Plaisance, une ancienne et jolie maison près du village marin de North-East Harbour, dans un silence qui incite à la méditation ou à de longues conversations parmi des objets qui sont les témoins de toute une vie de travail. Lorsque vous pensez maintenant à Adrien, est-ce que vous pouvez encore discerner la part qu'il y a, si vous voulez, de connaissances objectives à propos du personnage et la part que vous y avez mis vous-même? Pour Adrien, qui est naturellement un personnage historique bien solidement établi dans l'histoire, c'est assez difficile à dire. Parce que ce qui paraît le plus personnel, le plus intime, qui échappe le plus à, comment dirais-je, à la chronique, comme ses émotions en matière d'amour, ou comme ses idées religieuses, enfin sa préoccupation des mystères, sa recherche des sociétés, des groupes secrets religieux, sont peut-être ce qu'il y a tout à coup de plus illuminant dans certaines inscriptions, dans certains textes qui parlent de lui. Et il y a dans presque tous les textes qu'on lit, autour desquels on travaille, il y a toujours ce moment unique où un détail quelconque accroche et nous fait sentir le personnage tel qu'il a dû être. Est-ce qu'on veut parler d'un style, d'une technique particulière du roman historique? C'est très concerté chez vous. Je veux dire qu'on n'a pas l'impression que votre œuvre jaillit très spontanément, mais qu'au contraire, vous étudiez très bien la manière, l'angle d'attaque des personnages, la manière dont ils vont s'exprimer, en fonction de réalités précises de l'époque, de ce qu'il est possible de savoir, de ce qui est crédible. Je ne crois pas que ce soit très conscient. De quelque personnage qu'il s'agisse, d'un roman historique ou d'un roman moderne, il faut tâcher de tout savoir. Et il y a ensuite des moments d'illumination alors dans lesquels ce personnage devient réel. Mais la technique du roman historique ne me paraît pas très différente de celle du roman contemporain. Et de plus, je vous avoue que le nom même de roman historique me gêne,
Parce qu'ensemble, je ne trouve pas, mettons, 5 romans que je puisse placer l'un à côté de l'autre dans l'histoire de la littérature et dire voilà en quoi consiste le roman historique. Je n'arrive pas à isoler le roman historique. Je vois des romans d'aventure dont les personnages portent des noms historiques. Je vois des romans historiques comme, si vous voulez, La guerre et la paix, mais qui sont si près de leur auteur, des souvenirs de leur auteur, que c'est presque, pas de l'autobiographie, mais enfin les mémoires d'une famille ou d'un milieu auquel l'auteur a appartenu. Je vois des méditations sur l'histoire, comme chez Gobineau. Mais je ne vois pas à proprement parler de romans historiques, enfin dont on puisse parler comme d'une réussite littéraire. En tout cas, tout ça me paraît tellement, tellement fragmenté. Chaque fois, la prise de vue est tellement différente. J'ai du mal à voir un genre qui constitue le roman historique. La recherche et la redécouverte du visage d'un empereur romain par-delà les siècles devaient un jour rencontrer cette autre exploration des splendeurs de la Rome impériale, mais défigurée et métamorphosée par le temps. Au XVIIIe siècle, Piranèse, architecte et graveur de génie, restitua avec la même sombre passion et bien avant les archéologues les vestiges d'une époque oubliée depuis près de 2000 ans. Cette description par le trait à la fois baroque et méticuleuse d'une architecture classique ravagée a inspiré à Marguerite Yourcenar un texte admirable, dans lequel, partant des antiquités de Rome, elle débouche sur un autre aspect bien plus inquiétant de l'œuvre de l'artiste, des prisons imaginaires sorties, on ne sait trop pourquoi, de ce que Victor Hugo a appelé le cerveau noir de Piranèse. Piranèse a, parmi les innombrables vues de Rome qu'il a produites, a fait une admirable série de 16 images consacrées à la Villa Adriana, qui à ce moment-là n'était pas un endroit pour touristes, était emprisonné dans une espèce d'immense forêt. Il devait ressembler au palais de la Belle au Bois dormant, et il s'est lui-même avancé à la hache, à travers les feuillages et les lianes et la verdure, pour trouver ce qui restait de ces ruines, complètement envahies par le paysage. Et c'est encore ce qui reste de plus beau peut-être de la Villa Adriana, cette vision que Piranèse a eue de ces ruines encore tout à fait libres et sauvages. Et en particulier, il existe une image de la chapelle de Canope, la chapelle égyptienne, qu'Adrien avait consacrée à son favori mort, et qui est d'une beauté extrême, et qui est déjà cette espèce de grande empreinte de cette espèce de grande poésie visionnaire de Piranèse, avec ces branchages qui pendent, ces herbes qui couvrent en partie les ruines, et cette espèce de coupole écroulée. On a un peu l'impression d'un crâne, d'une vision à l'intérieur d'un crâne humain. Et alors de là, vous avez au fond découvert les prisons en vous intéressant à l'œuvre de Piranèse, ou bien... C'est peut-être un peu plus simple que ça. Un éditeur m'a demandé une préface pour un in-folio consacré aux prisons. Et je me suis dit, il n'y a que 18 ou 19 prisons, en tenant compte de toutes celles même qu'il a éliminées par la suite, et ce ne sera peut-être pas très difficile d'écrire une préface sur ce sujet. Je me suis précipité dans des bibliothèques, j'ai regardé les différentes éditions des prisons, et j'ai vu que rien n'était plus complexe comme sujet, car Piranèse, qui avait 24 ans environ, quand il a fait le recueil des prisons, l'a transformé toute sa vie. Et certaines images excessivement claires qui font penser au final de Fidelio, on a presque l'impression de la joie d'un prisonnier qu'on va libérer, sont devenues au contraire terriblement sombres à la fin de sa vie. Il a ajouté des instruments menaçants, il a ajouté des scènes de prisonniers torturés, soit parce que sa vue du monde était devenue de plus en plus sombre, ce qui est bien possible et bien naturel, soit que peut-être, au fond, la première édition des prisons s'était très mal vendue, et qu'il ait essayé de mouvementer un peu ça. Est-ce que cette idée de prison, croyez-vous, était au départ de son inspiration, ou des raisons qu'il a eues de graver ces planches? C'est excessivement complexe, je me suis beaucoup demandé, parce qu'enfin, ce ne sont pas des prisons réalistes. La beauté des prisons de Piranèse est
beauté de visionnaire de nouveau, cette beauté du temps et de l'espace, hein, complètement clos, enfermé, mais en même temps d'une étendue presque infinie, puisque si l'on voulait vraiment marcher d'un bout à l'autre de ces architectures, supposé qu'on le puisse, on mettrait en quelques heures. Les escaliers, la distance entre, de ces corridors à ces salles dépasse beaucoup celle que n'importe quel architecte pourrait réaliser. Il se peut qu'il ait commencé à partir de prisons d'opéra. Il était après tout l'élève du plus grand décorateur d'opéra de l'époque, Bibbiena. Et il se peut très bien qu'il soit parti d'une de ces scènes dans lesquelles un roi déchu ou un prince prisonnier exhale son chagrin dans un cachot d'opéra à proportion gigantesque. Il ne s'est jamais expliqué lui-même sur les raisons de cette démesure. Non, mais on a l'impression évidemment que ça va très loin, qu'il l'ait su ou non, que c'est une espèce de sombre image de l'univers. Et toutes les hypothèses sont permises parce qu'évidemment il y avait une espèce d'obsession métaphysique à travers la rêverie de Piranèse, puisqu'on a de lui cette phrase tout à fait extraordinaire: « Si Dieu m'offrait de créer un nouveau monde, j'aurais la folie de l'accepter. » C'est une belle parole d'architecte. Et vous croyez que ces prisons expriment une sorte d'angoisse sur ce que le monde va devenir ou pourrait devenir à ses yeux? Mais jusqu'à un certain point, il y a ce fait étrange que les poètes et les artistes sont une espèce de génie prophétique. Et qu'il est très curieux de voir qu'avant la Révolution, environ 30 ou 40 ans avant la Révolution, un peintre ou un dessinateur comme Piranèse évoque un monde qui deviendra reconnaissable et présent dans la vie des êtres humains qu'il a connus. Par exemple, son élève Hubert Robert, qui a été en prison, qui a lui peint la conciergerie ou la salpêtrière véritable. Et il est curieux que Piranèse ait eu, comme pas mal d'autres artistes du XVIIIe siècle, ce sentiment, enfin, de ce qui allait se produire. En tout cas, avec Goya, c'est certainement l'œuvre la plus noire que le XVIIIe siècle nous ait laissée. Avec l'œuvre au noir, nous sommes plongés dans l'Europe tourmentée du XVIe siècle. Comme les créations de Piranèse, l'œuvre de Marguerite Yourcenar est une longue et souvent sombre méditation sur le temps et sur la mort. Des personnages disparus depuis longtemps sont ressuscités et plongés à nouveau dans le néant. Ainsi Adrien et ainsi Zénon, cet alchimiste tourmenté à mi-chemin entre les terreurs du Moyen-Âge et le scientisme moderne. Ces images de la ville de Münster l'évoquent, lui et les violences de son temps, car Zénon est à Münster lors de la sanglante répression de la révolte des anabaptistes, et l'on voit encore, comme il a dû les voir, accrochés au clocher de l'église gothique, les cages de fer dans lesquelles moururent, suspendus entre ciel et terre, les compagnons de Johann Bockhold. Une autre ville aussi évoque le personnage de Zénon, c'est Bruges. Vous aimez beaucoup la ville de Bruges? Oui, je m'y suis rendu plus d'une fois au cours de ma vie et j'y ai passé de nouveau environ 6 semaines en 1971, dont j'ai gardé un souvenir enfin presque magique. J'ai refait les promenades de Zénon, que j'avais longuement étudiées sur les plans de la ville qui restent du XVIe siècle. Je les ai refait une par une en tâchant de voir quelles seraient les petites routes, les petites ruelles, les petits passages détournés que prendrait un homme menacé, se rendant par exemple pour soigner subrepticement un partisan blessé. Et j'avoue qu'en fait, je me sens si, encore, comme on dirait dans le jargon moderne, si identifié, disons plutôt si proche de cette histoire, qu'il m'est impossible d'entendre résonner les cloches de l'église de Notre-Dame
sans me retrouver immédiatement dans l'atmosphère des derniers jours de Zénon. Et vous avez retrouvé tout ce que vous aviez au fond créé par l'imagination en écrivant l'œuvre au noir. Est-ce que vous l'avez retrouvé dans la Bruges d'aujourd'hui? Oui, parce que même dans la Bruges d'aujourd'hui demeure de grandes parties de la Bruges d'autrefois. Et qu'on peut très bien, en s'y prenant, en restant surtout assez longtemps dans un endroit, voir se créer à la même place, comme le disait d'ailleurs à peu près Zénon lui-même, la ville passée au milieu de la ville présente. L'œuvre au noir est écrit dans un style direct et dialogué qui donne aux personnages un grand réalisme et une grande intensité. J'imagine que vous avez pu retrouver dans le matériau de cette époque de la Renaissance le ton du langage parlé. En effet, il y en a beaucoup. Il y a moyen d'abord même des ouvrages de littérature, comme les essais de Montaigne, sont tout de même le ton d'un homme qui pourrait nous parler comme ça de l'autre côté d'une table pendant un dîner. Il y a des documents comme les grands procès d'époque, où l'on suit de très près la conversation de l'accusé et des juges, ou même quelquefois de l'accusé épié par quelqu'un qui écoute ce qu'il dit à une personne qu'on suppose avoir été son complice. Il y a des lettres, en latin il est vrai d'ordinaire, mais en fait tout de même des lettres très intimes, comme les lettres d'Agrippa, le fameux occultiste, dans lesquelles il envoie des ordres à sa femme pour la manière de reconstruire sa maison, s'informe des chiens, s'inquiète de la santé des enfants, ou entre en contact avec un curé de village pour tâcher de défendre une vieille femme qui a eu des ennuis avec la justice. Nous sommes beaucoup plus dans le ton de la vie courante. Et nous voyons assez bien, et puis c'est la même langue, c'est encore le français, puisque l'œuvre noire est écrite en français. Il y a encore des expressions, des manières de parler que nous avons conservées de ce temps-là, et qu'on peut mettre discrètement de temps à autre pour montrer, enfin, dans quel registre il parlait. Ça crée une forme de roman tout à fait différente. Et de plus, une forme symphonique. Il y a plusieurs personnages qui parlent au lieu de cette musique de chambre, en quelque sorte, de la littérature antique. Toute méditation sur l'histoire finit par être surtout une méditation sur le temps. Et l'écrivain, en tout cas, dans mon cas, moi, de plus en plus abolit les limites du temps. Pense plutôt à une série, comment dirais-je, une série de domaines géographiques qui s'étendent tous sous le même ciel, qui au fond se trouvent situés presque simultanément, mais qui ont chacun leurs caractéristiques. Vous avez parlé de la permanence de la substance humaine. C'est très complexe, car il y a évidemment, et nous sentons tous qu'il y a une permanence complètement assurée de ce qui est essentiel, et en même temps les modalités changent tellement, non seulement de siècle en siècle, mais de génération en génération, mais d'année en année. Et on a l'impression d'une espèce de continuelle exhalaison, comme des brouillards qui s'élèvent et qui se dissipent autour d'un rocher qui, lui, resterait ce qu'il est. Mais de mode, de façon de penser, de façon de vivre, de sentir, qui sont intéressantes dans leur impermanence. Et qui, au fond, finalement, probablement, on pourrait aboutir à certaines équations et à montrer que les sentiments en jeu restent les mêmes sous d'autres formes. Mais ne croyez-vous pas que plus on approche de la période actuelle, plus ce rocher, comme vous dites, ce rocher des choses essentielles risque de disparaître sous le brouillard de la contingence historique, puisque l'information devient de plus en plus grande et le décor de plus en plus présent et tangible? D'abord, les choses semblent aller de plus en plus vite. Nous sommes peut-être plus loin, ou tout au moins aussi loin du monde du début du 19e siècle que nous ne sommes de l'époque de la Renaissance. Les choses ont changé si rapidement que toute incursion dans le passé maintenant donne l'impression d'un royaume inconnu, en quelque sorte. Mais pour en revenir à cette idée d'une sorte de permanence de ce qui est essentiel dans la substance humaine, je dois vous dire par exemple qu'en lisant les souvenirs pieux, je me suis trouvé moins de points communs, ou je me suis trouvé, disons, moins concerné par les personnages qu'en lisant les mémoires d'Adrien.
Je crois qu'il y a à cela plusieurs raisons. D'abord, le fait que le passé le plus proche est probablement celui qui nous est le plus étranger. Nous sentons nos différences de façon beaucoup plus visible que pour le passé plus ancien. Une femme en robe du XVIIe siècle nous paraît belle, impressionnante. Une femme qui porte une robe de 1910 nous paraît un peu ridicule. Mais il y a, et je crois qu'il y a aussi d'autres choses, il y a le fait que dans le roman, ou dans la poésie, dans la reconstruction poétique de l'histoire, l'auteur choisit ses personnages. Il choisit des personnages particulièrement représentatifs à ses yeux. Adrien, par exemple, où il crée un personnage qui me paraissait représentatif, Zénon, ou le prieur des Cordeliers. Quand nous écrivons l'histoire d'une famille, de notre famille, nous sommes bien obligés de passer par la filière des grands-parents, des grands-oncles, etc. Il n'est pas dit, loin de là, que c'était tous des personnages de génie. Mais vous savez, j'ai aussi eu l'impression très curieuse que vous aviez moins de points communs avec ces personnes qui sont de votre famille, qui sont dans vos ascendants directs, qu'avec des personnages que vous aviez choisis comme Zénon ou comme Adrien. Oh, certainement moins, beaucoup moins. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans le passage où j'ai montré Octave Pirmet vers la fin de sa vie allant faire une brève villégiature à Heist, j'espère que je prononce bien, et je lui fais rencontrer le fantôme de Zénon, auquel tout à fait par hasard, j'avais prêté l'idée de se rendre à Heist pour tâcher de trouver un bateau qui le conduirait en Angleterre pendant les périodes de troubles politiques et de persécution. Et il est bien certain que des deux, c'est Zénon qui exprime ma pensée bien souvent plus qu'Octave Pirmet. Mais évidemment, le but de l'écrivain, en écrivant une autobiographie familiale, disons, comme Souvenir pieux ou comme le volume qui va suivre, Le labyrinthe du monde, n'est pas du tout le même qu'en écrivant une grande évocation historique. Vous n'êtes pas un écrivain qui se raconte, mais je crois qu'à travers ces affinités, vous dites quelque chose de vous-même. Oh, c'est certain, c'est certain. Il y a certains personnages qui nous permettent de dire davantage de nous-mêmes. Est-ce que cette attitude de refuser le conformisme de l'époque et le conditionnement même de la situation historique dans laquelle on est quelque chose chez vous de conscient et de volontaire? De conscient, de volontaire, je crois de très fort et de plus en plus fort. Adrien, en un sens, est plus conformiste que Zénon. C'est-à-dire qu'il vit encore, il accepte encore complètement la civilisation gréco-romaine derrière lui, qu'il s'efforce de maintenir. Et en dépit de sa lucidité, du fait qu'il tâche de juger dans chaque cas avec une totale liberté, il est tout de même l'homme représentant d'une civilisation qu'il sent finir, mais qui ne finira tout de même que quelques générations après lui. Tandis que Zénon est plongé dans le chaos de la Renaissance, qui ressemble assez au nôtre. Et pour lui, c'est une question de vie et de mort, enfin de s'en sortir, de tâcher d'échapper aux idéologies contraires. D'ailleurs, il y a un autre homme qui le fait tout autant que Zénon, pas tout autant que Zénon, mais autant qu'il peut, ce qui est déjà beaucoup, c'est le prieur des Cordeliers, qui très discrètement, du fond de son couvent, s'efforce aussi de juger la situation. Il y a dû y avoir pas mal d'hommes qui ont fait la même chose à toutes les époques, beaucoup plus que nous ne pensons. Dans la maison du Mont Désert, rien en effet ne sacrifie à la mode du moment, mais tout incite à vivre. Sur les étagères, les épices sont aussi abondantes que les livres dans la bibliothèque, et les uns évoquent les autres. Les goûts culinaires de Zénon sont aussi les miens, nous a dit Marguerite Yourcenar. Et voici ce qu'on peut en lire. Ses préférences en matière d'aliments allaient au pain, à la bière, au bouilli qui garde quelque chose de la saveur épaisse de la terre, aux aqueuses verdures, aux fruits rafraîchissants, aux souterraines et sapides racines. Depuis quelques années, les travaux de Marguerite Yourcenar ont donc pris une orientation imprévue, celle de la recherche de son propre visage dans une sorte de vertigineuse prospection généalogique. Comme point de départ, rien, ou presque, quelques images que l'on glissait dans le missel en mémoire d'une personne disparue et que l'on appelait des souvenirs pieux. Quelques lettres, quelques photos. À partir de ces traces, bien minces en regard d'une vie humaine, elle recrée tout un monde autour du personnage de sa mère, qu'elle n'a jamais connu,
et qu'elle recrée comme un personnage historique. Dans Souvenirs pieux, des êtres oubliés ressurgissent, dotés d'une personnalité imprévue. Son père, Michel de Crayencourt, qui s'ennuie à Bruxelles. Mathilde de Quartier de Marchienne, sa grand-mère maternelle. Fernande, sa mère, morte quelques jours après sa naissance. Son arrière-grand-père maternel, Louis III, qui fut gouverneur du Hainaut. Son grand-père, Arthur de Quartier de Marchienne. Il y a aussi les lieux de son enfance, aujourd'hui disparus, comme le château de Flémal ou le château de Suarlé, qui était la demeure familiale des Quartiers de Marchienne. Deux personnages surtout retiennent son attention. Ce sont de lointains parents, Octave Pirmé, écrivain belge de quelque renom, et son jeune frère, Rémo. Votre pèlerinage dans l'histoire et cette longue méditation sur le temps vous a amené maintenant à une époque très proche, et vous a amené à vous pencher sur vos parents, sur vos ancêtres. Je trouve que le point de départ des souvenirs pieux est étrange. Pourquoi avoir choisi cette image du souvenir pieux? Probablement parce qu'au moment où j'ai pris la décision à laquelle j'avais pensé depuis quelques années, de faire une sorte d'enquête, car contrairement aux mémoires d'Adrien et à l'œuvre noire, Souvenir pieux prend la forme d'une enquête au sujet d'une famille, au sujet d'un groupe. Eh bien, lorsque j'ai pensé pour la première fois à cette entreprise, je me suis tourné vers les souvenirs pieux que j'avais accumulés entre les feuilles de livres ou dans une boîte quelconque. Et je me suis tourné vers eux pour obtenir certains renseignements, car rien n'est plus informatif que ces petits faire-part religieux, ces petits faire-part funéraires qui indiquaient la date de naissance, l'endroit où une personne était morte, et quelquefois de vagues indications sur son caractère. Alors ceci vous a amené à retrouver votre famille en Belgique. Oui, et j'ai commencé par la Belgique, c'est-à-dire j'ai commencé par ma famille maternelle qui est belge, paradoxalement parce que je la connaissais moins, parce que comme je l'ai dit d'ailleurs au cours du livre, ma famille française est plus mêlée à mon enfance, puisque j'ai été élevé par mon père en France, et qu'il serait plus naturel d'en unir l'image à celle de ma petite enfance. Tandis que pour la Belgique, il fallait se placer avant ma naissance, et c'est ce que j'ai fait. Cette Belgique que vous avez retrouvée, est-ce que vous en aviez déjà une idée? Je veux dire, est-ce que la Belgique était un pays qui, pour vous, était mêlé à vos souvenirs, était mêlé à... J'avais quelques souvenirs d'enfance. Enfin, j'étais allé voir des tantes, des parents du côté maternel. J'avais passé quelques saisons, quelques parties de saison sur la côte de la mer du Nord. Enfin, je n'étais pas sans souvenir de la Belgique. Je ne peux pas dire que c'est joué un grand rôle dans ma pensée, quoique, pourtant, dans la première version de l'œuvre noire, commencée à 20 ans, il y avait déjà des éléments qui se passaient en Flandre. Mais enfin, dans l'intervalle, entre la 20e année et l'époque où j'ai commencé les souvenirs pieux, c'est-à-dire vers 65, j'avoue n'y avoir guère pensé et n'y être guère revenu. Entre 37 et 53, je ne suis pas retourné en Belgique. Et en retrouvant toute cette atmosphère, je pense surtout à l'atmosphère de cette Belgique provinciale de la fin du siècle dernier, vous avez découvert quelque chose qui vous était proche ou qui vous était très étranger? Mon Dieu, ni proche ni étranger, parce que rien d'humain ne nous est étranger. Mais d'autre part, probablement très éloigné souvent de mon tempérament à moi. Oui, c'est ce qui m'a semblé. Il me semble que vous avez... Et pourtant, vous le décrivez avec, presque avec un amour et avec une tendresse. Il est très difficile de ne pas avoir d'amour et de tendresse
pour les êtres dont on s'occupe. Je suppose que c'est aussi le point de vue d'un bon médecin. Quand il soigne ses malades, ou d'une bonne infirmière, les gens les plus indifférents deviennent intéressants quand on s'occupe d'eux. Vous citez en tête de l'ouvrage cette phrase qui a une résonance taoïste, la recherche de votre visage avant que vous ne soyez né. Oui. Malgré tout, cette préoccupation de vous-même, de ce qui touchait directement à vous, existait donc. Elle existait donc, elle ne peut pas ne pas exister, elle serait très intéressante, quoique je crois impossible dans l'état présent des choses, de voir de quels éléments, de quelles fibres en quelque sorte nous sommes faits parmi les innombrables êtres qui nous précèdent dans le passé. Mais alors c'est là qu'il se passe un événement assez considérable pour l'écrivain, une surprise. La généalogie donne du dehors l'impression d'une science assez surannée et d'une science qui, malheureusement, favorise surtout la vanité humaine. Quand il y a lieu à de la vanité, ce qui n'est pas toujours le cas, et même quand il n'y a pas lieu, on s'arrange pour qu'il y en ait. Mais, quand on regarde de très près, quand on dépasse cette image de la généalogie conventionnelle, on arrive à autre chose, qui est presque le vertige. Car enfin, réfléchissons. Nous avons 4 grands-parents. Ne prenons pour le moment que la lignée maternelle, puisque c'est de la lignée maternelle qu'on s'occupe d'en souvenir pieux. Il y a donc 2 grands-parents belges, Arthur et Mathilde. C'est encore reconnaissable. Enfin, on peut encore se demander si on ressemble à Arthur ou si on ressemble à Mathilde ou si on les aurait aimés, respectés ou détestés. À la seconde génération, ou plutôt à la 3e en partant de moi, il y a 8 personnes. Il y en a 16 au niveau de l'époque impériale, si vous voulez, ou même de la séparation de la Belgique avec la Hollande. Il y en a 32 à l'époque de la Révolution, il y en a 64 sous Louis XV, et j'ai encore le portrait d'une grand-mère qui était née vers cette époque-là, une arrière-grand-mère, la mère de mon arrière-grand-père plus exactement. Il y en a 128 à la génération suivante. On arrive à 1 million à l'époque, mettons, de Charlemagne. Et au fond, nous ne savons pas de quelle de ces personnes nous héritons quelque chose. Nous héritons, en somme, nous sommes les légataires universels, nous héritons de tout le monde. Et toutes les prétentions qu'on pourrait avoir deviennent naïves en présence du fait que c'est du pays tout entier qu'on hérite. Une espèce de solidarité qui s'élargit avec tout. Et alors, très facilement, quand on a les dispositions qui sont les miennes, on passe au-delà, on passe aux époques qui n'ont pas d'histoire, et on passe même en dehors des générations humaines. Et vous n'avez pas trouvé parmi ces personnages très proches que vous évoquez, de personnages avec lesquels vous aviez des affinités qui vous ont... Et si, j'en ai dans l'histoire de ma famille maternelle, j'en ai trouvé 2 qui n'étaient pas d'ailleurs de très proches parents, puisque c'était, comme on dit, de grands-oncles. En réalité, c'était des cousins germains, et de mon grand-père et de ma grand-mère, des 2 côtés. Octave et Fernand Pirmet, dit Rémaud, qui m'ont intéressé pour la simple raison qu'ils étaient, enfin, comment dirais-je, pour employer ce mot malheureux, des intellectuels, enfin des hommes qui s'occupaient pas seulement de leurs propres affaires, mais qui tâchaient de se faire une vue du monde, de se faire une opinion sur la façon dont allait le monde et de se diriger dans le monde des idées. Et alors là, ils m'ont intéressé surtout peut-être parce qu'il y a de tourmentés et j'allais presque dire de désolés dans leur destinée. Octave Pirmet, qui évidemment est un écrivain pour nous suranné. C'était une mauvaise époque pour la Belgique. La Belgique tâchait de se créer une littérature. Et je crois qu'Octave Pirmet, humblement, dans son rôle très modeste, a contribué jusqu'à un certain point à aider l'essai, la littérature belge en prose et sous une forme demi-poétique, à sortir des limbes. Mais enfin, il n'était pas, il le disait lui-même, il était loin d'être un bon écrivain. Seulement, il avait le goût des choses de l'esprit. Et on voit un homme tiraillé
entre son amour des voyages, son amour de l'Italie, son sens de la littérature, des grandes littératures classiques, son christianisme, qui évidemment ne lui fournissait pas tout ce qu'il aurait pu lui fournir, cette espèce de christianisme sous forme d'un catholicisme, comment dirais-je, un peu superficiel, une piété fleurie, un peu jésuite, qui ne lui déplaisait pas. Il sentait la beauté de ces rites, enfin de ces fêtes paysannes, etc., mais ça n'allait peut-être pas très loin. Et d'autre part, certaines recherches dans la philosophie, dans les philosophies orientales, etc., qui n'étaient approuvées que par certains des membres de sa famille. Et le sentiment de ce qu'il devait ou ce qu'il croyait devoir à son milieu, de ce qu'il se croyait devoir à lui-même et ce qu'il croyait devoir à son jeune frère révolté, font de lui un personnage très pathétique, qui s'est usé en quelque sorte dans l'indécision. Vous voyez Octave Pirmez souvent avec une sorte de tendre ironie, mais vous ne cachez pas une sympathie plus marquée pour son frère, dont le destin pourtant était tragique. Son frère me paraît avoir eu un destin, comment dirais-je, héroïque, comparé au destin décidément pathétique d'Octave Pirmez. Et ce frère, d'ailleurs, nous devons la connaissance que nous avons de lui à Octave Pirmez, qui était son aîné de 11 ans. Ce qui compte d'ailleurs beaucoup comme circonstance atténuante pour les hésitations et la timidité d'Octave Pirmez. Il appartient à une période plus ancienne de la Belgique. 11 ans, ça compte beaucoup au XIXe siècle. Et ce jeune frère qu'il a élevé lui-même, d'ailleurs en grande partie, et qu'il a vu grandir, qu'il a vu peu à peu se détacher des opinions qui étaient les siennes. Et nous avons cette correspondance entre les deux frères. Enfin, nous avons ce que Octave nous a gardé de cette conversation, qu'il a probablement soigneusement trié selon son habitude. Mais ce qui reste suffit pour nous montrer un garçon qui avait ce don, auquel d'ailleurs Octave lui-même n'était pas étranger non plus, et qui est très rare, d'une profonde sympathie, d'une profonde pitié pour la situation du monde, pour la vie humaine en général, pour les malheurs de l'être humain, pour tout ce qu'il faudrait améliorer ou réparer dans l'ordre des choses. Chez Octave, ça n'allait pas beaucoup plus loin que de vagues rêveries. Chez Rémo, au contraire, il y a eu un très grand effort qui a été fourni dans une vie très brève. Il a dépensé l'argent de son héritage paternel à faire de petits tracts pacifistes et à les répandre au cours de ses voyages. Il a été l'un des premiers membres d'une société pour la protection de la paix. Et cette société, je crois, s'est formée vers 1868, vous voyez. Le réveil a été très très dur. Il a terriblement souffert de l'état où il a trouvé l'Italie au cours de ses voyages, au moment de la tragédie garibaldienne. Il a terriblement souffert de la misère et de la tristesse de la Grèce qu'il a visitée dans ces années-là. Il a été obsédé par le sort des Noirs aux États-Unis. Et il a cru naïvement qu'après la guerre de sécession, tout s'arrangerait. Et il a été obsédé aussi par le travail des mines en Belgique, par les mauvaises conditions du travail. Il a essayé de publier à 2 fois de suite un journal ou une revue libérale qui n'a pas eu de suite, enfin qui n'a pas eu aucun avenir. Et finalement, il était très lié avec l'un des plus intelligents membres de la Commune de Paris, Gustave Flournoy, le membre qui était un des jeunes membres de l'Institut, qui avait été destitué pour des raisons politiques. Il avait fait avec lui de grands voyages, et la mort de Gustave Flournoy, tué près de Paris par les Versaillais, lynché à la vérité par les Versaillais, a été un autre désastre pour le jeune Rémo. Et finalement, 1 an environ après ces événements, et après une lettre extrêmement tragique écrite à son frère, dans laquelle il lui reproche de n'avoir pas assez compris son désarroi, de n'avoir rien fait pour l'aider. Et il explique qu'il est impossible, en présence du spectacle de tels événements, de garder une certaine sérénité d'esprit. Eh bien, peu de temps après avoir écrit cette lettre, Rémo s'est tué dans la petite maison où il s'était établi à Liège. Et la famille, ce qu'on d'ailleurs comprend admirablement à l'époque, a préféré parler d'un accident, quoique tout indique le suicide, parce qu'évidemment on tenait à des funérailles religieuses, on tenait enfin à tout ce qui était
correct et convenable à l'époque. Et Octave lui-même a écrit un livre très singulier, trop pompeux comme style pour notre goût, mais qu'on sent brûlant d'émotion au sujet de son frère, sans pourtant jamais mentionner le mot suicide qui eût été indécent à son époque. Et y aura-t-il une suite au Souvenir pieux? Oui, il y aura une suite qui ne portera pas le même nom, qui s'appellera Le labyrinthe du monde, du titre d'un ouvrage singulier, d'une sorte d'allégorie, qui a été écrite par un philosophe et savant tchèque au début du XVIIe siècle, en latin, et qui avait été traduit par mon père pendant les années qui ont suivi de près ma naissance. Et cette allégorie est d'ailleurs fort belle, j'en parlerai quand je serai arrivé à cette partie du livre, et j'ai pris le titre pour cette histoire d'une famille qui cette fois-ci est l'histoire de ma famille paternelle, dans lequel je prends encore beaucoup plus de champ que pour la famille belge, puisque je commence froidement à l'époque géologique. Ça me fait toujours un peu penser à la comédie de Racine, l'un des avocats qui commence pompeusement avant la naissance du monde, et son interlocuteur qui lui dit « Avocat, passons au déluge ». Eh bien, c'est à peu près ça, et c'est en effet le déluge, c'est-à-dire le moment où cette côte flamande s'est plusieurs fois effondrée sous la poussée des eaux, et puis enfin les premiers établissements romains, et tâcher de montrer les générations qui ont passé sur ce coin de terre, et les mêmes problèmes qui sont souvent produits et reproduits, comme l'émigration, la fuite des deux côtés, de la Flandre vers l'Angleterre, de l'Angleterre vers la Flandre, aux époques de grandes invasions ou de troubles politiques. Et je vais très rapidement jusqu'à l'époque de la Révolution, tâchant d'évoquer cette chose si difficile à comprendre, d'ailleurs pour un public français, une sorte de patriciat dans le genre flamand ou même néerlandais, à l'intérieur de ce qui est devenu la France. Et ensuite, alors, je prends le roman proprement dit, quoique tout ce que je dirais, comme dans Souvenir pieux, soit étayé soit sur un fait, soit sur une lettre, soit sur des souvenirs qui m'ont été transmis directement, l'histoire de mes grands-parents. Et à partir de là, l'histoire de mon père. Et il s'agit, bien entendu, de tâcher d'évoquer un milieu, une époque, se demander ce que ça a signifié. Et ce que ça a pu signifier une destinée humaine, enfin, qu'est-ce que ces gens ont voulu faire, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qui n'est pas la même chose. Et de cette époque très lointaine dont vous partez, vous arriverez jusqu'à... Je ne sais pas encore. Tout dépendra de l'importance que je donne à la vie de mon grand-père et à celle de mon père. J'avais pensé d'abord finir avec les tocsins de la guerre de 1914, dont je me souviens parfaitement quand j'étais une petite fille à cette époque-là. Et j'ai encore dans l'oreille le bruit de ces tocsins. Ou bien d'aller plus loin, de nouer les fils jusqu'à la mort de mon père pour montrer comment sa destinée à lui s'est terminée. Et dans ce cas, le livre s'arrêtera en 1939. C'est-à-dire avant les complications et les difficultés qui ont mené à la... Enfin, avant que soient visibles les complications et les difficultés qui ont mené à la Seconde Guerre. C'est quand même extraordinaire de penser que vous vous penchez sur ce monde, sur ce passé, alors que vous vivez ici, dans cette région de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que ce qui vous entoure ne vous a jamais inspiré directement? Directement, non, parce que je ne me sens pas beaucoup d'affinité avec l'histoire et le monde de la Nouvelle-Angleterre. Indirectement, oui, pour la simple raison que c'est profondément la campagne, le milieu naturel, et que c'est ce que j'aime par-dessus tout, que si je vivais en Europe, je vivrais probablement en Bretagne, ou peut-être dans une province de Suède que j'aime beaucoup, le Beau-Island, au bord de la mer, et que, ou peut-être en Angleterre, dans un coin perdu du Pays de Galles ou de la Cornouaille, ce qui serait exactement la même chose. Et il se peut, je crois même très fortement, que cette espèce d'isolement à la campagne, cette étude du monde naturel, permet de se figurer mieux enfin, le problème humain, de se représenter mieux sur un arrière-plan plus vaste,
et en même temps qui vous fasse mieux entrer dans le détail des choses, la vie humaine. La nature, c'est important pour vous? La nature est, pour moi, et je crois pour nous tous, ce qui est probablement de plus important, et d'autant plus important qu'en ce moment, elle est gravement menacée. Pensez-vous qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose d'autre à faire que de se retrancher Je de crois ce que qu'on n'aime tout est pas? à faire, comme je le faisais dire à l'empereur Adrien. Et je crois que les individus ne se rendent pas compte assez de leur pouvoir et de leur force. Et qu'ils ont d'abord négativement la force d'être le moins impliqués possible. Naturellement, nous sommes tous impliqués. Et il est probable que c'est même assez bon que nous le soyons, car il serait trop facile de se laver les mains des choses si on ne s'en rendait pas compte que les conditions de notre vie sont dominées par ces choses. Mais néanmoins, je crois que n'importe quel être humain peut choisir d'abord de ne pas faire de l'argent son but principal, du profit, peut choisir de ne pas ajouter ou d'ajouter le moins possible au bruit et à l'agitation du monde, de protéger ce qui dépend de lui de protéger, et de faire de son coin de monde, que ce soit un appartement dans une grande ville ou une petite maison à la campagne comme celle-ci, un lieu le plus propre, le plus heureux, le plus sagement agencé possible. Et vous resterez ici sur l'île du Mont Ça, Désert? je n'en sais rien. Ne me demandez pas de prophétie. Je peux que je sois obligé de la quitter demain, mais enfin, pour le moment, j'y suis.